Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans cette émission L'autre journal, un nouveau numéro. Comment se porte la démocratie au Bénin? Ça, la question, tout le monde se la pose. Elle va très mal sous Patrice Talon. Nous venons de suivre l'épisode de la présidentielle au Bénin, tout dernièrement. Nous en parlerons sur ce plateau. L'avancée des rebelles vers N'Djamena, le pouvoir de Idriss Déby, est très menacé au Tchad actuellement. Nous allons aborder également le processus de vaccination chez nous au Togo, comment ça se passe, quels sont les ratés. Nous allons parler de la CEB, de la liquidation de la CEB, et parler du Haut Conseil de l'emploi pour la jeunesse. Qu'est-ce que c'est qu'il a inventé, pour quel but, quels sont les objectifs. Nous allons parler de tous ces sujets et terminer avec le voyage de Faure à Paris. Est-ce des yeux doux pour Macron? Nous le verrons dans cette émission. Nous avons des invités sur ce plateau. À ma gauche, c'est Joël Ega. Il est patron du journal Fraternité. Joël, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour aux fidèles du rendez-vous et bonjour les amis qui sont derrière la caméra. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour ce numéro. Merci. Et à ma droite, il est de retour. Il s'appelle Ferdinand Haïté. Il est le patron du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est vrai que ça fait un moment. Ça fait un moment. Je n'étais plus vraiment présent dans l'émission. C'est pour principalement des raisons de santé. Bon. Je me suis suffisamment soigné, ça va un peu mieux. Bon, j'espère que ça ira. Et puis bon, voilà quoi. Voilà. J'espère que ça ira. En tout cas, bienvenue dans l'émission. Merci. Nous allons commencer avec le Petrogate, toujours le Petrogate, parce que ce dossier, ce sujet est toujours d'actualité. Il est suffisamment commenté sur les réseaux sociaux et dans certains journaux de la place. Joël, je me tourne vers vous pour poser la question. Depuis quelque temps maintenant, les gens jettent du discrédit sur même les inspecteurs qui ont fait le travail d'audit concernant ce dossier Petrogate. Oui, heureusement tu partages tu as souri avec moi. C'est vrai, on veut réduire. Nous savons que le régime au pouvoir, le régime en face, le régime cinquantenaire, sa tasse de thé, c'est la politique de nivellement. C'est la logique de nivellement vers le bas. C'est-à-dire, si des Togolais peuvent devenir des zombies, tant mieux pour eux leur quiétude. Et Dieu seul sait. Si, même dans ces conditions, ils ont la quiétude. Mais l'exercice, tout ce à quoi nous assistons depuis un temps contre le Petrogate, notamment le travail qu'ont fait ces inspecteurs, dont nous avons d'ailleurs publié les lettres de mission avec d'autres confrères. La lettre de mission, les thèmes de référence étaient bien clairs, parce qu'au début, c'est deux apparatchiks du pouvoir qu'on a envoyés dire que c'est du fake, cette histoire n'existe pas. Maintenant que la lettre de mission est sortie, on envoie encore. Il trouve toujours à dire. Voilà. Il trouve toujours à dire, comme le dit un écrivain que j'ai lu tout à l'heure, dit celui qui emprunte la voie du mensonge n'est pas conscient du travail dans lequel il s'engage. Parce que chaque fois il va toujours inventer quelque chose. Chaque fois il va toujours inventer quelque chose pour corriger la précédente qu'il a dit. Alors, si on s'acharne contre les inspecteurs c'est nous, c'est Ferdinand qui a sorti le dossier, ou bien c'est Fraternité qui a engagé les inspecteurs sont sous le contrôle de qui?
On dit des inspecteurs de l'État. Oui. Le comble, c'est qu'on vient nous dire que non, que l'État n'a jamais commandé non, d'abord, on dit l'État n'a jamais commandé, on n'a jamais pris l'argent du contribuable pour commander du carburant. Oui. Mais bon, d'accord, supposons que c'est quelqu'un d'autre qui commande. Finalement, qui paye? Qui paye? C'est nous qui payons. C'est nous qui payons. C'est avec notre argent on paye. On paye ces traders-là. Mais à un moment donné, il faut que les gens sachent que on ne saurait descendre au rat qu'ils souhaitent. On ne saurait descendre jusque-là. Peut-être eux-mêmes ils peuvent y aller. Parce que quand le ventre te guide, mais quand tu n'as plus de référence, parce qu'un homme, il faut avoir des références dans sa vie. C'est ce qu'on appelle le Rubicon. À un moment donné, tu dis, bon, je ne veux pas franchir cette étape-là. Mais quand tu n'as plus de référence et que tout ce que tu sais, c'est comment faire pour paraître, comment faire pour survivre, parce qu'ils survivent. Ils ne vivent pas. Quand tu te contentes du peu que tu as, c'est là qu'on sait que tu vis. Parce que tu sais que bon, tu n'en as pas, mais tu es en équilibre avec toi-même et tu te contentes du peu que tu as. Et donc, c'est la logique dans laquelle nous on est. Mais si les gens, ils sont prêts à franchir le Rubicon, à remettre en cause leur propre personnalité pour dire de n'importe quoi, ben, ça fait partie de leur bilan. Mais ils ne peuvent jamais prouver à qui que ce soit que cette histoire du pétrole guide, c'est du faux. De toutes les façons, l'opinion, je vais toujours dire que c'est une bataille d'opinion contre les enfumeurs, ceux qui jouent comment on l'appelle dans la cour du roi, au bouffon. Ceux qui jouent contre les bouffons. Donc les Togolais savent aujourd'hui qu'on les a volés. Maintenant, nous appliquons, ensemble avec le confrère Ferdinand, à apporter plus de preuves pour étayer. On décape le dossier. C'était l'épisode 3 dans notre dernière parution, la lettre de mission. D'autres éléments vont venir. Et vivement que les inspecteurs bouclent le rapport provisoire, que on a le rapport définitif. Bon, malheur pour eux que la vérité est la vérité, il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Ferdinand. Finalement, les gens disent que c'est faux, cette pétrole. Non, mais vous savez, quand je suis le raisonnement, Joël vient de résumer ça, schématiser ça. Quand vous suivez les gens, vous suivez les arguments que les gens avancent, même des gens qui sont supposés être contre le pouvoir, vous vous posez la question si vous comprenez parfois que la dictature a fait tellement de dégâts dans notre pays, ça ne résonne plus quoi, ça rase vraiment le sol, c'est un nivellement par le bas, et il n'y a plus tellement de réflexion, on met les sentiments devant, on regarde la tête des gens et on mène le raisonnement, on ne voit pas réellement le problème, on voit celui qui a sorti le problème. Est-ce que celui qui a sorti le problème, il est de notre côté? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on ne l'aime pas? Et on ne touche pas le problème. Vous voyez, c'est la première fois qu'il y a un dossier qui est sorti au Togo, ça fait bientôt 1 an, que des parlementaires européens ont réagi. C'est la première fois que des parlementaires européens ont saisi le gouvernement togolais par rapport à une affaire comme ça. C'est la première fois que le gouvernement lui-même a demandé un audit. Suite à des révélations de la presse, souvent on n'a pas l'habitude de remarquer ça. C'est la première fois que le gouvernement a demandé un audit. Et ça rejoint ce qui s'est passé dans l'affaire des Pachanyasingbe, où on a parlé de torture et le gouvernement a été obligé, sous la pression internationale, de demander une enquête. L'enquête a été produite et a conclu qu'il y a eu des actes de torture et finalement le rapport a été charcuté à la présidence et le président de la CNDH a pris ses jambes au cou. Il s'est retrouvé en France depuis. Alors pour ce dossier du pétrole, qu'est-ce qu'on entend? On entend tellement de choses qu'on se pose la question de savoir si ceux qui tiennent ces raisonnements sont des gens normaux. D'abord on dit oui que c'est un règlement de compte. On a entendu ça au tribunal, que c'est un règlement de compte. Bon, la question de savoir entre qui et qui.
Après, on dit oui, qu'on a donné de l'argent pour faire sortir ce dossier. On sait qui a sorti le dossier et on connaît les intentions de ceux qui ont sorti le dossier. Cet argument ne tient pas non plus. Vous savez, on a lu tellement de choses sur les réseaux sociaux, on a lu dans certains journaux. Il y a des renseignements qui ont fait remonter des informations que nous avons appris. On dit oui, que ce dossier n'était jamais sorti avant. Et c'est l'arrivée du nouveau ministre qui a provoqué la sortie de ce dossier. Donc c'est lui qui a remis le dossier à la presse. Et que c'est lui qui a remis le dossier à l'alternative. Que Ferdinand habite vers Sabado. Donc le ministre le rencontre de l'autre côté de la frontière au Ghana. Il lui donne le dossier, il lui donne de l'argent. Ferdinand revient. Tous les scénaristes rivalisés de création. Il y a un monsieur qui a été accusé au comité de... En dehors du ministre, il y a un monsieur qui a été accusé au comité de suivi là, qui a été chassé. On dit que c'est lui qui a filé. Finalement, ce n'est plus le ministre, c'est un autre qui est victime. Et j'ai appris la dernière fois qu'il y a un monsieur qui a frappé sa poitrine, si je peux parler ce français de rue là, qui dit non, que le jour qu'on a remis le dossier à Ferdinand, on lui a remis une enveloppe de 20 millions pour traiter le dossier. Et que c'est une guerre entre les membres de UNI, un clan qui veut détrôner les Adjakli et qui veut reprendre le contrôle du secteur du carburant. Et donc c'est ce clan, donc c'est une guerre entre des clans unis. Et donc Ferdinand est dans un clan contre un autre clan. Et que bon, les inspecteurs qui ont fait ce rapport provisoire ont eu 10 millions pour faire un rapport à charge. Et que comment appelle-t-on, le procureur général de la cour d'appel qui a acté la dernière fois le report du procès au 8 juin a eu aussi de l'argent pour reporter le procès. Vous entendez tellement d'ineptie que vous vous posez la question si les Togolais finalement ont perdu la raison, ce sont des gens normaux. Le comble, c'est quand des gens qui se disent de l'opposition s'y mêlent, c'est-à-dire qui descendent dans la boue pour raconter leur vie. Vous voyez. Je vais décortiquer un peu, déconstruire un peu deux ou trois choses. Les gens ne lisent pas les journaux. Les gens lisent les titres des journaux comme les émigrants. Exactement comme leurs militants. Ils ne lisent pas les journaux. Parce que s'ils lisaient les journaux, ils ne peuvent pas se permettre de dire que c'est un ministre qui a sorti cette information. Et principalement le ministre du Commerce. Puisque ce ministre est épinglé dans tous les articles qu'on a écrits, dans l'alternative. Même dans le tout premier article, nous avons épinglé ADG dedans. ADG a eu des faveurs auprès du comité. Il a engagé ses proches avec des salaires mirobolants. Il a demandé du décaissement de l'argent auprès du comité pour refaire la façade du ministère du Commerce, ce que la loi n'autorise pas. Mais il y a eu tellement de choses, il a eu tellement de faveurs. Comment se fait-il que quelqu'un qui a eu autant de faveurs, en quelques mois qu'il est venu au ministère, peut sortir un dossier dans lequel lui-même, il est muet. Il n'est pas totalement sain. Il n'est pas sain. Donc il va se faire harakiri. Il va se faire harakiri. Et donc ces choses que nous avons eu à dire dans nos articles ont été confirmées par le rapport. Mais il y a eu une nièce d'ADG qui a été engagée quand il est venu, qui n'avait pas un niveau, je crois, BTS, à qui il a fait fixer un salaire de plus d'1 million. Auprès du comité. Comment est-ce que quelqu'un qui fait ça peut provoquer maintenant une sortie d'un dossier dans lequel lui-même il est mouillé? Mais c'est écrit dans les journaux, dans nos différentes parutions. Donc les gens ne lisent pas la presse. Les gens lisent les titres comme les émigrants et puis après ils font leur débat de caniveau. Ça c'est eux. De deux, la seule chose que je retiens, c'est que depuis un an, presque un an, on n'a plus augmenté le carburant au Togo. Et ça, c'est grâce à la presse. Et c'est toute la population qui profite de ça. Parce que c'était une injustice qu'il fallait corriger. On n'a pas besoin forcément que quelqu'un au sein du pouvoir sorte ce dossier. Pourquoi il regarde le pouvoir? C'est le pouvoir qui est le plus embarrassé aujourd'hui par ce dossier. Parce que ce dossier est devenu une bombe à fragmentation qui touche tous les secteurs du pouvoir. Et le pouvoir est très embarrassé. Et ce pouvoir qui fonctionne comme une mafia, connaissant comment la mafia fonctionne, ils ne peuvent jamais sortir un dossier dans lequel eux-mêmes, ils sont majoritairement mouillés.
Parce que quand vous allez continuer par fouiller dans ce dossier, d'autres visages vont apparaître dans cette affaire-là. Et donc, tous les arguments qui sont avancés ne tiennent pas la route. Les gens peuvent élargir leur champ d'action, ils peuvent se dire, mais ce dossier peut sortir de n'importe où. Mais, comme le journaliste n'a pas vocation à donner ses sources, la seule chose que je peux dire, je l'ai déjà dit sur ce plateau, ce dossier n'est pas sorti du Togo. Ce n'est pas sorti de l'Obé. Maintenant, nous avons sorti un dossier sur lequel on pinaillait depuis, parce qu'on écrivait depuis sur les Adjakri, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais nous avons eu la chance d'avoir vraiment mis la main sur le dossier. Mais avant, on écrivait de façon superficielle à chaque fois qu'ils augmentaient le prix du pétrole à la pompe. On les dénonçait. Maintenant, on a mis le fond même, on a pris le disque dur. Comment nous avons pris le disque dur? Ce n'est pas notre problème. Maintenant, si l'information que nous avons servi à l'opinion devient maintenant une arme qui sert à une guerre interne au sein du régime, on n'a rien à foutre. Au départ, nous on a servi une information. On a dénoncé une injustice. Maintenant, si en enlevant le voile sur ce secteur-là, des gens ont vu dans le pouvoir RPT qu'il y a de l'argent là-bas et ils veulent se détourner entre eux, qu'est-ce que nous on a à foutre de ça? Qu'ils se fassent la guerre avec les armes qu'ils veulent, mais nous, ce n'est pas notre problème. Joël vient de le dire. Est-ce que quelqu'un connaît les inspecteurs? Moi, je ne les connais pas. Parce que ces gens, il faut qu'ils poussent loin le raisonnement en disant peut-être que bon, c'est l'alternative qui manipule aussi les inspecteurs. Nous, on ne les connaît pas. C'est des inspecteurs de l'État, du ministère des Finances, assermentés, avec des inspecteurs du Trésor. On a voulu faire croire qu'il n'y a pas eu, on n'a pas demandé d'audit. Les courriers sont là. L'inspection d'État, on a dit c'est un contrôle de routine. L'inspection d'État ne fait pas de contrôle de routine. Il y a les documents qui fondent les missions de l'inspection d'État qui sont à la possession de la rédaction de l'alternative. L'inspection d'État ne fait pas les contrôles de routine. Dans tous les ministères, il y a des petites structures qui font les contrôles de routine. L'inspection d'État ne fait pas ça. L'inspection du Trésor ne fait pas ça. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'ils essaient de mentir, ils se prennent le pied dans le tapis. Mais ce qui est peut-être parfois, ce qui est un peu dommage, c'est les hommes politiques de l'opposition qui n'ont jamais produit un document scientifique sur la manière dont on gère ce pays, secteur par secteur. Et c'est eux, lorsque la presse sort un dossier, ils montent sur leurs ergots pour dire « Ah, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? On met en doute. » Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que ces gens-là sont vraiment... Est-ce qu'ils sont vraiment... Ils sont en possession de toute leur capacité de réflexion. On dit qu'il y a un secteur qui est en train de spolier les populations depuis des années. Les gens vont payer du carburant à la pompe. On les triche. Et la presse dénonce ça. Dans un pays normal, l'opposition devait être au courant de ces informations. Devait avoir des réseaux pour s'informer. Vous n'êtes pas informés. Les journalistes font un travail de lanceur d'alerte. Dans un pays où il est difficile d'avoir accès à l'information. Et ça aussi, on oublie de le dire. Dans ce pays, même si une loi a été votée pour permettre aux journalistes d'avoir accès à l'information, dans ce pays, il est difficile d'avoir accès à l'information. Et les journalistes font un travail professionnel. Et il y a des gens qui sortent pour dire, oh, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Est-ce que... Il a même été dit dans ces partis politiques-là que, bon, Ferdinand travaille avec Faure. C'est Faure qui veut chasser les Adjakri pour prendre le contrôle du pétrole. Alors, si Faure avait voulu faire ça, il avait besoin de lever le voile sur toute la corruption qui mine son régime avant de prendre le contrôle du secteur du pétrole. Vous voyez que ces gens-là, ils réfléchissent comme... Je ne dirais pas... C'est-à-dire que la dictature a détruit tellement les cerveaux au Togo, a émasculé les mentalités, que les gens ont perdu même le bon sens, qui doit être la base de tout raisonnement logique. Vous voyez. Et donc, nous sommes fiers. Aujourd'hui, nous sommes devant les tribunaux. Les gens oublient que c'est de l'argent qu'on paye. Hein? Quand on est devant les tribunaux, on paie les avocats, on paie ceci. Nous sommes devant les tribunaux, mais nous sommes fiers d'avoir rendu un service aux populations togolaises parce que, grâce à nous, au moins depuis un an, et c'est la première fois au Togo, on a pu augmenter les prix de carburant à la pompe. On a été obligé d'augmenter les prix du péage, y compris pour les motocyclistes, pour combler le manque à gagner qu'on prenait sur le carburant. Au moins, c'est un atout. Vous avez vu que ces derniers jours, la Côte d'Ivoire a augmenté le prix du carburant, le Burkina,
parce que sur le plan international, ça commence par remonter. Et il fallait répercuter le prix à la pompe au Togo. Mais comme le sujet est sensible... Parce qu'ils avaient toujours appliqué le vrai prix. Effectivement. Et donc, voilà. Et ça, c'est grâce à la presse. C'est grâce au travail de la presse. Et donc, voilà, nous sommes dans notre rôle. Et ceux qui refusent de jouer le leur, c'est leur problème. Voilà quoi. Donc, Petrol Gates, voilà. Tout comme d'autres dossiers qu'on a fait avant, Wassem Gate, les Swiss Leaks, Server, tout ça, c'est nous qui avons sorti tout ça. Est-ce que quelqu'un a dit que c'était pour faire les règlements de compte qu'on avait sorti les autres dossiers avant? Non, nous, on est là, on fait de l'investigation, quand on tombe sur des dossiers, on vérifie. Si nous sommes convaincus que nous avons 70% de la véracité de l'information, on le sort. Les 30% restants, ça peut être des petites erreurs, comme on le voit dans le journalisme, quoi. Donc voilà, donc nous, on est tranquille et puis on est fiers d'avoir sorti ce dossier-là et d'avoir permis aux Togolais de voir ce qui se passe dans ce secteur. Maintenant, que certaines personnes dans le régime utilisent ce scandale pour se régler les comptes, genre, vous levez, on va s'asseoir pour manger à votre place, c'est leur problème. Nous, on n'en a rien à foutre. L'essentiel, c'est que nous, on a levé un coup de voix sur cette affaire-là. Et les Togolais savent désormais comment ce secteur a été géré depuis une vingtaine d'années. Et les Togolais sont désormais vigilants pour que la gestion ne soit plus faite comme hier. Voilà. Merci beaucoup, Ferdinand. Je vais quelque chose à ajouter. Non, mais ce que Ferdinand a soulevé tout à l'heure, que j'ai voulu... enfin, j'ai mis au frigo. Ferdinand, lui, l'a mis sur la table. Alors, décortiquons-le, parce que c'est ma personne et mon journal qui ont été les plus au tribut. Ont été attaqués. On a été l'objet de fatwas de la part. Parce que très souvent, quand nous disons fatwa djihad, parce que ceux qui souvent puissent les expressions pour en faire des polémiques, c'est un état d'esprit, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire de la part de ceux qui, sans le savoir, deviennent des oiseaux d'un gourou. Ils deviennent des adeptes d'un gourou. Ils n'ont plus la capacité, je vais prendre en compte l'expression de Ferdinand, leur esprit a été émasculé. Ils n'ont plus la capacité de réfléchir. La capacité, l'être humain déjà à 7 ans, tu es doté de, on dit c'est l'âge de la sagesse, c'est ça, tu arrives du discernement, tu sais savoir distinguer le bien du mal. Alors, là, j'ai l'impression que la politique, avec le corollaire de la dictature, a fait que les gens, ils n'ont plus ça. Alors, nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux, etc. Nous avons été négociés, quoi que ce soit. D'abord, première des choses, mais s'il faut même négocier quelque chose dans cette histoire de pétrole, que ça passe 1 million. On dit, vous avez détourné 500 milliards. 500 milliards. Alors, Dieu merci, nous, on n'est pas si petit d'esprit. On n'est pas si petit d'esprit pour aller... Enfin, c'est la raison pour laquelle on n'a pas trouvé nécessaire de répondre à ceux. Mais il y a des gens qui commencent par poser le visage sur ce qui a été allégué, ce qui est mis sur les réseaux sociaux là. Et on peut, si on a le temps, parce qu'on va inscrire ça dans les loisirs, on peut aller les confronter devant le tribunal pour qu'ils apportent les preuves. Mais au-delà de ça, quand vous voyez un leader à qui nous prenons soin de dire non, mais tu compliques ta situation en te prononçant comme tel dans cette histoire de Petrol Gate. Mais je crois que il n'y a rien de plus amical à servir un leader, à plus forte raison que nous n'avons aucune relation particulière, nous n'avons jamais bénéficié de quoi que ce soit. On pouvait le laisser s'embourber, s'enfoncer carrément. Mais tu compliques ta situation en se prononçant de cette façon-là sur le Petrol Gate. Parce que un leader dans ce pays, n'importe où, tout le monde parle au nom du peuple. Et qui ont été volés dans le Petrol Gate? C'est le peuple. C'est les militants de ce parti politique-là qui ont été volés. Et puisque ils ne font pas partie de la minorité, c'est eux qui ont été volés. Alors, vous venez prendre parole, quelles que soient les acquaintances que vous avez avec les Asiatiques, quelles que soient les relations que vous avez, quelles que soient les faveurs dont vous bénéficiez, vous faites le dos rond, soit vous déviez la question,
soit vous déviez la question ou vous répondez de façon transversale. Ça, c'est le minimum de coaching en communication qu'on peut te donner, que toi-même tu peux te donner. Mais avec cette manière de répondre, parce que peut-être la fête de Ferdinand ne plaît pas, parce que peut-être la fête de fraternité ne plaît pas, et cette façon de se réduire au niveau de commérage, parce que ça c'est des commérages, ça montre, cela illustre l'inculture politique que nous avons, parce que jamais dans l'histoire d'un pays on n'a jamais vu un grand leader se mettre à dos d'un journaliste. Des journalistes, des écrivains, tu te les mets à dos, mais c'est fini. Tu t'es mis la corde au cou. À plus forte raison, mais quel journaliste encore? Mais quel type de journaliste? Et sur quel dossier? Un dossier qui a apporté la lumière à tout le monde, les gens se sont rendus compte, mais d'habitude, c'est-à-dire, nous avons toujours, tant du côté des confrères Liberté et Alternative que à Fraternité, on a toujours tiré sur cette histoire de bureau noir. Au niveau du ministère du Commerce, on ne voit rien, tout est opaque. Ouais. Tout est opaque, c'est devenu même une expression crédible, bureau noir. Le bouquet au niveau du ministère du sous-sol, le sous-sol du ministère. Le sous-sol du ministère, c'est devenu une expression triviale. Ouais. C'est-à-dire tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui se passe justement là? Et avec toutes les difficultés qu'on a pour avoir un minimum d'informations, parce que l'autre particularité de Togolais, c'est aussi ça. Les gens souffrent, ils sont dans la porte de tomber, mais ils n'arrivent pas à lever la main pour dire non, je souffre de ça. Les gens ont des dossiers. Il suffit juste de confier ça à la presse. La presse se publie pour libérer, pour les libérer, puis libérer le peuple. Ils refusent. On a cette culture de résignation, cette culture d'autoflagellation qui fait que, quelle que soit ta volonté, quel que soit tout ce que tu déploies pour faire des investigations, des fois tu reviens bredouille parce que les gens refusent de donner des informations. Alors, un journaliste a eu le courage, a eu le cran de toucher, d'ouvrir un pan de ce bureau noir, de ce bunker. Un bunker, c'est pas n'importe qui peut l'être. Je ne sais quel bulldozer tu as utilisé. On a eu le courage de rentrer dans ce bunker. Mais depuis le bunker est ouvert maintenant. Voilà, donc le bunker est ouvert maintenant. Et ce que le leader politique trouve, c'est de l'utiliser même pas, il a utilisé plus que des euphémismes. C'est de casser carrément, de dire non, que cette histoire, c'est ça, peut-être que lui-même il a été attaqué, etc. Mais Joël, j'apporte un peu de l'eau à ton moulin. Tu sais, on dit souvent que les oiseaux de même plume volent toujours ensemble. La sortie de ce leader n'était pas différente de la sortie de Trimois et de Bawara. Bien sûr. On aurait cru qu'ils sont dans le même camp. Oui, mais alors, les éléments se mettent en place. Exactement. Alors, ce que ce leader ignore, en faisant cette sortie que je trouve lamentable et ratée, parce que justement, comme tu venais de le dire, c'est une haine personnelle envers un journaliste qu'il n'aime pas. On ne sait pas pour quelle raison d'ailleurs. C'est que le secteur du pétrole qui a été géré pendant des années de façon opaque, ce leader qui cherche le pouvoir, qui veut s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, il ignore que dans ce secteur du pétrole, on pousse souvent de l'argent pour faire des élections frauduleuses. Raison de plus que ce dossier devait l'intéresser, il devait en faire un dossier personnel. Oui, mais s'il en fait pas un dossier personnel, il faut que les Togolais tirent les conclusions. Quand le Togo a décidé de ne plus avoir le financement de l'Union européenne pour faire ces élections, les gens pensent que le Togo prend l'argent pour faire les élections. Il y a des secteurs sur lesquels on met 2 francs, 3 francs, 5 francs, et on ramasse tout ça. C'est avec ça c'est des milliards qu'on engrange. C'est avec ça qu'on organise les élections. Et le secteur du pétrole aussi est dedans. Parce que quand on va fouiller cette affaire-là, on va commencer par arrêter les gens. Pourquoi on n'inquiète personne? Ici viendra dire, on m'a demandé peut-être de 500 milliards, on m'a demandé un jour 2 milliards parce qu'il y a élection. Quelqu'un va dire, on nous a demandé de financer la campagne. C'est comme ça que les informations vont sortir. Alors, si ce leader était lucide et était suffisamment avec de la culture politique comme, comment appelle-t-on, Joël le dit, il devait comprendre que le système fonctionnait comme une mafia et que les circuits financiers étant comme des ventouses, l'argent qu'on prend ici sera fait quelque chose de l'autre côté. Donc,
forcément, il y a de l'argent qu'on a prélevé durant quelques années sur le secteur du pétrole pour faire les élections, et faire des élections peut-être frauduleuses. Et donc, sa priorité devait être, bon, nous sommes au courant de certaines informations, la presse a fait sortir des informations, nous avons appris qu'il y a un rapport, il y a un rapport provisoire qui circule, ce dossier, bon, nous le suivons de près, nous demandons au gouvernement de faire toute la lumière sur cette affaire pour qu'on essaie de voir vraiment ce qui se passe. C'est comme ça que le leader responsable et vraiment opposant raisonne. Effectivement. Ce n'est pas de venir jeter le discrédit sur le travail d'un journaliste en disant oui, est-ce que c'est fiable? Il semble que le rapport n'est pas signé, n'est pas daté, il y a un nom dessus. Mais on vous montre la lune et vous regardez le doigt. On sort un dossier pour dire on est en train de voler les populations dans tel secteur. Vous qui militez pour le bien de la population, au lieu de demander des clarifications, vous méprisez ceux qui ont sorti le dossier parce que vous ne les aimez pas. Nous, on n'en a rien à foutre. Nous, on n'en a rien à foutre. Que leurs militants s'attaquent à Joël, moi, je voulais témoigner toute ma sympathie à Joël, mais les gens doivent comprendre qu'entre leurs leaders, les gens qui nous insultent sur les réseaux sociaux racontent des conneries, tout ça là. C'est vrai qu'ils disent qu'on n'aime pas leurs leaders, c'est vrai. Nous préférons le peuple à leur leader. Parce que dans un passé récent, nous avons accompagné leurs leaders dans les moments les plus difficiles. On a mis nos journaux à leur disposition pour les accompagner, sans jamais leur rien demander en retour. Gratuitement. Tout le temps. Tout le temps, on les a accompagnés. Mais si aujourd'hui ils ne sont plus à la hauteur de la mission et que nous nous permettons de critiquer leur pas, qu'ils envoient leurs fanatiques nous insulter, c'est leur problème, nous ça ne nous dit absolument rien. Mais comme, comment l'appelle-t-on, Joël le dit, il y a des tests dans ce pays que nous voudrons bien aussi exploiter pour voir comment les gens vont réagir. Personnellement, j'ai déposé une plainte contre l'avocat Sosa, qui est carrément différente de ce qui se passe au tribunal dans le Petrol Gate. C'est une plainte personnelle, parce qu'il a déclaré et écrit dans les forums WhatsApp que c'est moi, Ferdinand, qui se cache derrière le profil Fer-Lucie, qui fait des publications sur les réseaux sociaux. Malgré le fait que j'ai fait des démentis plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il répétait ça, ça mettait ma personne et ma famille en danger, parce que les gens ont menacé de s'attaquer à moi. J'ai déposé une plainte contre lui, qui est en cours au tribunal. Pour qu'il apporte la preuve que c'est moi qui suis derrière l'avatar. Et sur la base de l'article 497. Et donc, ceux qui écrivent les conneries dans les forums là, si un matin, on fait une capture d'écran et qu'on les prend, il ne faut pas qu'ils viennent nous dire que nous sommes méchants, on les a pris. Parce que vous racontez des choses sur des gens. Si on ne vous prend pas, remerciez votre Dieu que bon, on vous a ignoré. Mais le jour où on se décidera de vous prendre là, à partir d'une capture d'écran là, vous allez en prison. Parce qu'il y a des tests comme ça qui aujourd'hui permettent à n'importe quel citoyen qui est diffamé sur les réseaux sociaux de se plaindre. Et c'est le fameux article 497. Effectivement. Vous allez vous retrouver en prison. Effectivement. Mais Ferdinand, pour apporter des éléments à l'usage qu'on fait de cette histoire, de cet argent du pétrole, en fait, toute la mafia autour du pétrole, l'usage qu'on fait de cet argent dans l'utilisation des élections, c'est que si c'est leader, c'est ça, il n'y a pas d'élévation d'esprit. Non. On se demande si c'est ceux qui qualifient nos opposants de professionnels de l'opposition, de carriéristes, d'opportunistes, ils ont raison parce qu'ils l'ont donné tous les éléments. Parce que s'il y avait seulement une petite élévation d'esprit, vous allez remarquer que les augmentations du prix du carburant interviennent toujours soit 2 mois après la présidentielle, c'est ça, ou à la veille de la présidentielle. C'est-à-dire, vous allez observer. Je vous donne des coïncidences curieuses. Des coïncidences curieuses. Et cet exercice a commencé à partir de 2010. Oui. Avec l'augmentation du 21 juin 2010 qui a sorti les gens dans la rue. On a vu pour la première fois à Goué aussi et à Dido Gomé rentrer dans la contestation. Donc, et si les leaders faisaient des analyses, au moins ils allaient, c'est pas à la presse de venir faire ce travail à leur place. Normalement, eux, d'abord, le problème c'est que nos partis politiques, il n'y a aucun parti politique qui a ne serait-ce qu'un magazine pour dire qu'ils ont un journal. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, le FPI a sa presse.
le FPI a sa presse. Vous allez en France, chaque parti politique a une presse de son obédience. Ça n'empêche pas aux journalistes de faire des analyses objectives, mais il y a une presse qui répond à l'idéologie du parti, qui relaie. Mais nos leaders, les partis politiques au Togo, ils ont quoi? Ils n'ont même pas de compte Twitter. Mais ils ne connaissent même pas d'abord les journalistes. Ils n'ont même pas de compte Twitter. Mais c'est de l'inculture. Exactement. C'est de l'inculture politique notoire. Alors je crois que le temps est venu pour que ces messieurs-là se mettent derrière les leaders. Ils se préparent maintenant à rentrer dans le Sénat, que Fort est en train de concocter, il est en train de tracer l'architecture de son Sénat pour les mettre là. Mais je vous dis, vous allez voir par exemple, le même dossier au Brésil, je parle toujours de Petrobras. Le même dossier au Brésil, quand la presse l'a sorti, ça a chamboulé tout le paysage politique brésilien. Exactement. Ça a chamboulé tout le paysage politique brésilien. Au point que, si Lula aujourd'hui envisage de revenir, c'est grâce au Petrobras qu'il a noyé. Qu'il a envoyé en prison avec Dilma Rousseff, etc. Même le président par intérim qui est venu lui-même, quand le Petrobras, c'est une bombe à fragmentation, comme le dit, et ça a touché tout le monde. Alors, ce dossier qui est là, c'est du pain béni que les politiques normales devaient s'en saisir pour ne serait-ce que montrer qu'ils veulent vraiment l'alternance. Ça veut dire que ces messieurs, depuis 30 ans, ils n'ont jamais voulu de l'alternance, ils ont été des compagnons du pouvoir. Mais c'est ce qui ressort. Tel que leur mutisme. Et le pire, c'est que ceux qui ont voulu en parler, ils en ont parlé de façon... ils ont fait cause contre le peuple. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été du côté du peuple. Mais il faut que les Togolais le mettent clairement aujourd'hui. Au point que il faut plus que demain, l'un d'entre eux vienne, quels que soient les discours qu'ils vont tenir, ceux qui savent que ça, ce n'est que l'habillage, mais le fond, c'est du cynisme contre le peuple. Ils ont intérêt, ça veut dire que chacun calcule. Il voit que nous allons pouvoir discuter, d'accord, et puis il se met en selle, il crée un parti, et quand il y aura des négociations, un peu comme ce qui prépare au niveau du SNAP, c'est ça? Cercle national, bien concertation nationale, etc. Oui, chose comme ça. Ça aussi, on va en parler. Non, nous allons revenir là-dessus. Alors, quand vous vous comportez comme cela, il n'y a pas meilleure preuve que tous tels qu'ils sont, du moins les 118 partis politiques aujourd'hui, il y en a qui ont choisi pour le mutisme retentissant. Ils sont tous des accompagnateurs du pouvoir, des opportunistes, ils se positionnent, on leur dit quelque chose, et puis bon quoi, on va aux prochaines élections. Et ils répondent un peu à ce que un d'entre eux qui aujourd'hui nous critique également malheureusement parce que lui aussi il est entouré, il n'y a pas d'éducation citoyenne, d'éducation démocratique. On n'apprend pas aux militants on n'éduque pas les militants au débat contradictoire. Le minimum dans les partis politiques, c'est ça. Le débat contradictoire, parce que il se pourrait demain que les Togolais comprennent que ce parti qui a été toujours véhément adversaire de UNIR rentre dans une alliance avec UNIR juste pour obtenir quelque chose. Et nous avons vu les Ouad, nous avons vu Gbagbo aujourd'hui. Ça n'a en rien amoché la cote de Gbagbo, que Gbagbo ait eu à participer à des gouvernements, à travailler avec Oufoué, ou bien Ouad qui a eu à travailler avec Abdou Diouf, etc. Mais c'est ça, ça veut dire que quand il n'y a pas de cadre de cette éducation, de politique d'éducation des citoyens pour voir, mais en fait, le débat de quoi nous parlons, vers où nous allons. On est là à semer la diabolisation, l'envie surtout, la méchanceté gratuite d'ailleurs. Au point que il faut que les militants soient conscients aujourd'hui que les partis sont plus nuisibles à eux qu'ils ne soient hors de ces partis. Parce qu'en rentrant dans ce parti, mais tu peux même te mettre tout. Mais ce parti dont on parle, moi je connais des gens de ce parti qui ont une aversion notoire pour les Adakli. Qui ont une aversion notoire pour les Adakli. Mais voilà que le gourou dit non, moi je prends faire que je défends les Adakli. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et tu défends ce leader-là. À un moment donné, il te suce, il t'aspire toute ta personnalité. Tu es devenu je ne sais comment dire, un récipient vide. Un zombie. Oui, justement, un zombie, merci. Tu es devenu un zombie et tu le suis à volonté. Mais il faut que les Togolais, parce que la liberté, elle est d'abord individuelle. Il faut se libérer d'abord l'esprit. Il faut se libérer la mentalité pour dire, avec le pétrole gate, avec ce que nous avons connu depuis 2020, il faut que les Togolais se disent, mais on s'est toujours trompé de chemin jusque-là.
et que les gens se reformatent pour jeter leur dernière énergie pour sauver ce qu'on peut encore sauver, parce que c'est possible encore de dégager, c'est très possible de dégager ce pouvoir. Et il y a beaucoup d'éléments qui se mettent en place depuis le temps. D'abord, la classe politique qui est carrément, sclérosée. On sait maintenant qui est qui, il n'y a plus de leader politique. Et des dossiers économiques qui sont là, même au niveau du pouvoir, il y a des ruptures qu'on essaie de cacher, mais qu'on voit, il y a tellement d'éléments qui sont là aujourd'hui pour que les Togolais se libèrent définitivement. Merci beaucoup, merci messieurs. Nous allons quitter Petrol Gate pour nous rendre au Bénin pour la présidentielle, vous parlez de la démocratie béninoise, mais nous allons tout d'abord observer une pause et nous revenons après.